Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Nous allons continuer notre analyse des données recueillies pour le modèle standard de la cosmologie. Donc, nous avons vu que voir loin, c'est voir dans le passé, puisqu'il a fallu le temps que la lumière nous parvienne. Donc, en regardant le plus loin possible, on peut environ 13 milliards d'années-lumière, on peut voir des galaxies particulièrement jeunes. On arrive en fait à les voir de l'ordre de 200 millions d'années après leur naissance. Et ce n'est pas fini, des progrès seront encore faits dans ce sens. Et on peut alors étudier, en observant les objets à différentes distances, l'évolution des galaxies, l'évolution de l'univers au cours du temps. Ainsi, prenons qu'un seul exemple, parce que c'est extrêmement vaste, extrêmement complexe. Il y a beaucoup de galaxies, leur évolution est très riche, c'est très complexe. Par exemple, les quasars. Les quasars sont des galaxies actives, dites actives, avec un trou noir central qui absorbe énormément de gaz et d'étoiles et qui forme un énorme d'accrétion autour du trou noir qui provoque des jets très intenses. Et ça rend ces galaxies extraordinairement lumineuses, à tel point qu'elles sont plus faciles à voir que les galaxies ordinaires, qui ne sont pas actives, pour même distance, bien sûr. Et ces quasars sont tous très éloignés. Alors, ils n'ont existé que pendant une période de l'univers, au début. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup de gaz dans les galaxies, qui n'étaient ni dans les trous noirs, ni dans des étoiles. Il y avait aussi beaucoup d'étoiles qui traînaient un peu partout dans la galaxie, autour du trou noir, et donc il y avait de quoi nourrir largement ces trous noirs. Ce n'est que plus tard que les trous noirs ont fait le vide autour d'eux, et ces gros trous noirs supermassifs au centre des galaxies, et ont fini par faire le vide autour d'eux et par se calmer. Un autre source d'information, c'est la spectroscopie. Alors, la spectroscopie permet d'analyser dans la lumière la signature de tous les éléments chimiques. On peut donc facilement analyser la composition des étoiles, des nuages de gaz, etc. Les éléments lourds sont synthétisés dans les étoiles par les réactions thermonucléaires. Nous en avons parlé à propos des supernovas. Et ces éléments lourds, évidemment, sont dans l'étoile, mais ils peuvent être relargués dans l'espace s'il s'agit d'une assez grosse étoile qui se termine par une explosion, une supernova. À ce moment-là, ces éléments lourds sont largués et vont ensemencer, en quelque sorte, les nuages de gaz environnants. On peut observer, ainsi dans l'univers, des nuages de gaz qui sont peu contaminés, qui contiennent peu ou pas d'éléments lourds. Pas de carbone, d'oxygène, etc. On n'y trouve que des éléments légers. Ce sont donc des nuages de gaz qui n'ont pas été contaminés par les supernovas. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Et ils donnent donc une image de la composition primordiale de l'univers. Essentiellement de l'hydrogène, et de l'hélium, un peu de lithium et de deutérium et des traces d'éléments légers. Autre élément important, le rayonnement fossile. Alors, le rayonnement fossile, c'est un rayonnement micro-ondes qui baigne tout l'univers. C'est un rayonnement dit de corps noir à 3 Kelvin, donc moins 270 degrés. C'est donc un rayonnement peu intense et de longueur d'onde dans les ondes radio. Alors qu'un corps plus chaud, il émet dans les infrarouges, voire dans la lumière visible. L'origine est liée à la naissance de l'univers, à l'époque où il était très chaud. Ce rayonnement, nous allons y revenir dans le scénario, fut émis à cette époque, et c'est ce rayonnement qui baigne maintenant tout l'univers. L'histoire de cette découverte est assez étonnante, parce que après la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, il y avait peu de scientifiques qui travaillaient sur la cosmologie. C'était pas considéré comme un sujet sérieux à l'époque. Considérer l'univers comme un tout et commencer à l'étudier, ça faisait un peu spéculation.
De plus, ça utilisait la relativité générale, qui à l'époque n'avait pas encore d'application pratique, n'était pratiquement pas connue des théoriciens, sauf de quelques-uns. Ce n'était donc pas une discipline très importante, mais elle existait. D'un autre côté, il y avait Penzias et Wilson. Alors Penzias et Wilson, ce n'étaient pas des astrophysiciens ou des cosmologistes, c'était des ingénieurs en télécommunications qui travaillaient pour la Bell Telephone, donc pour les télécommunications téléphoniques. Et ils devaient installer et régler une nouvelle antenne d'une très très grande sensibilité. C'était donc une antenne parabolique, hein, vous voyez ces grandes antennes que l'on voit parfois. Cette grande antenne était d'une très grande sensibilité, et donc pour son fonctionnement, par exemple, il fallait utiliser un bolomètre à hélium liquide, qui permet de fonctionner près du zéro absolu, et ainsi permet de réduire les bruits d'origine thermique. Ils réglèrent l'antenne, ils la firent fonctionner, et là ils étaient embêtés parce qu'ils captaient un bruit équivalent à un rayonnement à 3 Kelvin. Donc, qu'est-ce qu'ils firent? Ils orientèrent l'antenne dans tous les sens pour essayer de voir si le bruit venait de quelque part. Dans tous les sens, on captait la même chose. Donc, ils examinèrent l'antenne. Ils examinèrent pour voir s'il n'y avait pas un défaut. Ils l'examinèrent pièce par pièce. Ils examinèrent le bolomètre. Ils examinèrent l'électronique pour voir si le bruit ne venait pas de l'électronique. À un moment donné, dans leur examen de l'antenne, ils découvrirent même, anecdote amusante, un couple de pigeons qui avaient élu domicile dans le creux de l'antenne. Et qui, évidemment, avaient fait leur petite déjection un petit peu partout. Donc, qu'est-ce qu'ils firent? Ils chassèrent les pigeons. Mais les pigeons sont les pigeons, ils revinrent à leur nid. Donc, ils attrapèrent les pigeons et les conduisirent à plus d'une centaine de kilomètres de là. Et là, ils les relâchèrent. Mais les pigeons, ça voyage, hein. Et donc, peu de temps après, les pigeons étaient revenus. Au désespoir de cause, l'histoire est un peu triste, mais ils finirent à la casserole avec des petits pois. Histoire véridique. L'antenne étant enfin libre de ces pigeons, ils purent la nettoyer soigneusement, mais le bruit persistait. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils mesurent, rien faire, il y avait ce bruit. Et ils ne comprenaient pas. Et donc, ils se posaient des questions, et à un moment donné, l'un d'entre eux se souvient avoir entendu d'une conférence d'un scientifique qui disait qu'un tel rayonnement devait exister. Ils prirent contact avec ce scientifique, et c'était un cosmologiste qui avait, lui et d'autres, prédit ce rayonnement fossile. Les scientifiques en question n'auraient jamais imaginé qu'on puisse le détecter. Pour deux raisons. D'abord, par manque de données, ils avaient sous-estimé son importance. Ils le pensaient plus froid, de l'ordre de 1 Kelvin. Mais ce n'est pas la raison majeure. La raison majeure, c'est que ce n'étaient pas des hommes de terrain. C'était des hommes d'équation, des théoriciens. Ils ne s'imaginaient pas que la technologie avait atteint un niveau tel qu'on serait capable de détecter ce rayonnement. Ils confrontèrent le résultat, et le scientifique fut estomaqué. Il disait, vous venez de découvrir le rayonnement fossile. Et alors on se dit, bon, comment on va faire savoir ça? Parce que cosmologie, c'est pas pris très au sérieux. Donc ils trouvèrent une revue qui acceptait de les publier, et ils publiaient des articles séparément. Le premier article était celui de cosmologie, prédisant un tel rayonnement. Et un deuxième article, qui suivait, était celui des travaux de Penzias et Wilson, se terminant par le fait que ce bruit pourrait peut-être avoir une explication, référence à l'article précédent. Et ça marcha. Ça a eu un succès énorme. Ils avaient fait là une découverte phénoménale. Je crois me tromper, je crois qu'ils ont eu le prix Nobel. Actuellement, on l'a beaucoup étudié, ce rayonnement, avec des instruments de plus en plus précis, et notamment, on se disait que ce rayonnement ne devait pas être tout à fait uniforme. Il devait y avoir des fluctuations.
qui sont en lien avec la formation des galaxies. On va y revenir dans le scénario. Et donc, il a été étudié avec des sondes, des satellites, WMAP, et puis Planck, qui ont donné une carte très précise de ce rayonnement fossile dans le ciel, avec le moindre de ces fluctuations qui sont maintenant étudiées très attentivement. Dernier élément, l'univers que nous observons. L'univers observable. Puisque la lumière met un certain temps pour nous parvenir, et si l'univers a un début, alors on ne peut pas voir plus loin qu'une certaine distance, correspondant à l'âge de l'univers. Le rayon de l'univers observable est d'environ 13 milliards d'années-lumière. Les modèles théoriques donnent un rayon de 13,6. Le début n'est pas observable. Nous allons y revenir. L'âge des plus vieux objets est inférieur à 13 milliards d'années. Donc tout colle très bien. Au début, c'était pas le cas. C'est pas facile d'avoir des mesures aussi précises d'âge d'objets très âgés, de taille de l'univers, qui dépend des tailles des modèles et de données pas toujours faciles à obtenir. Donc maintenant, tout colle très bien. Et on sait que l'univers a un âge de 13,6 milliards d'années. L'univers observable, c'est la limite de ce qu'on connaît, parce que c'est ce qu'on peut voir, observer. La limite est appelée horizon cosmologique, parce que la lumière, venant de plus loin, n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. Au-delà de cet horizon, c'est de la spéculation. J'en avais parlé, on estime qu'il doit être à peu près le même, au moins un peu après. Plus loin, on ne sait pas trop. Donc il y a pas mal de spéculations. Alors, pour commencer simple, et donc pour simplifier les modèles, ce n'est pas une obligation, on fait l'hypothèse que l'univers est partout comme ici. Donc, on applique le principe cosmologique à l'univers entier. Quitte après, c'est ce que font les théoriciens, à revenir sur cette hypothèse, à se dire, oui, mais supposons que il soit différent. Et alors on peut essayer un peu toutes les possibilités. Et les théoriciens ne se gênent pas pour le faire. Nous resterons au modèle simple. C'est une introduction. Voyons maintenant un peu le scénario de l'évolution de l'univers. Puisqu'il est en expansion, en remontant le temps, il fut une époque où les galaxies et les étoiles étaient les unes sur les autres. En remontant encore plus loin, on arrive à un gaz chaud, très dense, à très haute température, et en remontant encore de plus en plus loin, on arrive à une époque qu'on appelle la soupe de quark. On va commencer là. Alors pourquoi commencer le modèle standard, ce scénario, à la soupe de quark? Simplement parce qu'avant, c'est encore plus dense, encore plus chaud, et on ne connaît pas bien l'état de la matière. Nos théories ont du mal, elles ne sont pas parfaites, et donc nous ne savons pas exactement comment est l'état de la matière. Bien sûr, là aussi, il y a de la spéculation, on pousse les théories dans leur dernier retranchement, on a des théories qui essayent d'aller plus loin que ce qu'on sait maintenant, mais qui ne sont pas encore validées. Nous les mettrons à la relativité générale, et donc nous partons, comme le modèle standard, de cette époque appelée soupe de quark. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une période très chaude, des milliards de degrés, très dense, en plus dense que l'eau, à peu près dans l'ordre de ces densités-là, qui contient essentiellement des quarks, donc les composants des neutrons et protons, des photons, des électrons, des particules excitées plus lourdes comme le muon, qui est un électron lourd, d'eau comme le tau, et des neutrinos. Et bien sûr, toutes les antiparticules de ces particules. Particules et antiparticules. Tout ça est en équilibre thermique. Ça se percutait très violemment, oui, à milliards de degrés, créant et détruisant des particules sans arrêt et provoquant un équilibre entre les différentes sortes de particules avec autant de matière que d'antimatière. Alors, un mot sur cet équilibre thermique, l'univers est en expansion. Donc ça varie au cours du temps. Et l'expansion devait être beaucoup plus rapide à cette époque. Malgré tout, on était dans un état d'équilibre thermique
parce que les collisions sont tellement nombreuses et tellement violentes entre les particules que constamment l'équilibre thermique est maintenu. Ensuite, l'expansion a lieu. Et pendant cette expansion, c'est comme un gaz que l'on décomprime dans un tube, ça se refroidit. La température baisse. Alors, première chose qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les neutrinos se libèrent. Ce sont des particules qui interagissent peu avec les autres, et donc, dès que la température devient suffisamment basse pour que les collisions deviennent plus modérées, la densité plus faible, les neutrinos, à un moment donné, s'échappent. Il fallait qu'ils se baladent librement, hein. Ils restent dans l'univers, évidemment. Puis la température continue à baisser, et là, à ce moment-là, plus assez d'énergie pour créer matière et antimatière, et donc la matière et l'antimatière va commencer à s'annihiler. Matière plus antimatière s'annihile en donnant des photons. On compte qu'il devait y avoir environ un milliard de particules d'antimatière, d'antiparticules, pour 1 milliard une particule de matière. Alors pourquoi un tel écart? D'abord, s'il n'y avait pas eu un tel écart, on ne serait plus là, parce que tout se serait annihilé. Ici, 1 milliard d'antiparticules s'annihile avec 1 milliard de particules, et il reste une particule. Nous sommes les cendres de cette époque. Cet écart est infime. 1 milliard, 1 milliard 1. Il est minuscule. Et il faut bien l'avouer, on a du mal à le comprendre. Alors on a quand même des éléments, hein, ce qu'on appelle la violation CP et d'autres effets, également les théories candidates dont je parlais, les théories spéculées. On a quand même des idées et certaines informations. Ça reste quand même encore un domaine de recherche. Et donc il restait au final environ 1 milliard de photons libérés par particule. L'antimatière ayant presque totalement disparu. La température continue à baisser. À un moment donné, les quarks peuvent enfin se lier ensemble pour former des particules. Surtout, en fait quasi exclusivement, des neutrons et des protons, en quantité sensiblement égale. Alors le neutrino, il y a une petite différence de masse, et il y a la charge électrique du proton, mais ça ne joue presque pas, et la quantité c'est quasiment 50-50. Là, évidemment, on se base sur la physique des particules qui est bien connue et bien maîtrisée, et bien expérimentée dans les grands accélérateurs de particules. De tels états de matière peuvent être reproduits dans les accélérateurs de particules. Mais les neutrons sont instables. Ils ont une durée de vie, en moyenne, de 20 minutes. Et ils se désintègrent pour donner un proton, plus un électron et un neutrino, un antineutrino en fait, qui s'échappe. Au début, les neutrons et les protons ne peuvent pas se lier pour former des noyaux d'atomes. Pourquoi? Parce qu'il fait encore trop chaud. Et quand à peine 2 nucléons se lient, un autre nucléon arrive, boum, et démolit tout. Donc c'est trop chaud. Et les neutrons se désintègrent. La température continue à baisser, et à un moment donné, ça y est, la température est suffisamment basse, et des noyaux se forment de manière stable. Environ un quart d'hélium, qui viennent former de 2 protons et 2 neutrons, et le reste des protons donne 3 quarts d'hydrogène. Plus du deutérium, du lithium, des éléments légers. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse. Et on connaît la physique nucléaire, on la connaît bien, et donc on peut calculer tout ça. On voit que ceci est, dans les calculs, que c'est très sensible à la proportion d'1 milliard, 1 milliard 1. On connaît les proportions d'hydrogène et d'hélium, 3 quarts, 1 quart, et donc on s'est ajusté, c'est de là que vient le 1 milliard, 1 milliard 1. On sait que ça doit être ça pour avoir cette proportion. À partir de là, on peut aussi calculer, cette fois-ci sans autres paramètres libres à fixer, le deutérium, le lithium et d'autres éléments légers. Et on peut le confronter à l'observation dont j'ai parlé, la composition chimique des nuages primordiaux, peu contaminés, et tout ça correspond très bien.
Notons qu'à ce stade, 3 minutes se sont produites entre le début, où j'ai commencé la soude de quark, et ces noyaux qui se sont enfin formés. 3 minutes se sont décollés. C'est donc simplement très rapide. Et il fait encore trop chaud pour que les électrons se lient au noyau. À nouveau, même chose, un électron se lie, un noyau, ça forme un atome, un autre noyau arrive, boum, badam, et bouf, tout se défait. Donc, pas de liaison entre atomes et entre noyau et électrons. Et donc, on a là un gaz relativement dense, chargé électriquement. Des noyaux chargés électriquement, des électrons chargés électriquement. Or, les particules chargées électriquement interagissent très bien avec la lumière. Et donc, les photons interagissent fortement avec cette matière. Ils sont constamment absorbés et réémis. Constamment. Et donc, cet univers-là est opaque. Opaque. Et ceci explique que l'univers observable, quoi qu'on fasse, on ne remontera pas plus loin que 13,3 milliards d'années. Alors pourquoi? Parce qu'il est opaque. Et c'est seulement quand la température a baissé pendant 300 000 ans, donc cette fois-là c'est beaucoup plus long, la différence est considérable, pendant 300 000 ans, enfin les électrons peuvent se lier aux atomes, sans se faire éjecter systématiquement. Les électrons se lient aux atomes, on obtient de l'hydrogène neutre, de l'hélium neutre, ça interagit beaucoup plus faiblement avec la lumière. De plus, l'univers s'est dilaté pendant 300 000 ans. C'est devenu beaucoup moins dense. Et donc à ce stade, la lumière se libère. Elle se met à voyager librement dans un univers devenu brusquement transparent. Et ce rayonnement, très chaud, c'est le rayonnement fossile. Environ 3000 degrés. Alors, on n'observe pas un rayonnement fossile à 3000 degrés, oui, mais l'univers a subi une expansion depuis 13,3 milliards d'années. Et donc, il y a eu une espèce d'étirement des longueurs d'onde, le fameux décalage vers le rouge cosmologique. Et donc, le rayonnement fossile observé maintenant est à 3 Kelvin. Ensuite, on a là un gaz. L'univers, c'est toujours du gaz, un gaz neutre, ce qu'on appelle l'époque sombre, parce qu'il n'y a plus de lumière. Le rayonnement fossile s'est échappé, l'univers est transparent et il n'y a rien d'autre. C'est l'époque noire. Pas d'étoiles. Mais il y a des fluctuations dans le gaz. Des zones un peu plus denses, des zones un peu moins denses. D'où la grande importance que j'ai dit d'étudier les fluctuations dans le rayonnement fossile et dont on était certain qu'elles devaient exister. Pourquoi? Parce que ces fluctuations entraînent que les zones les plus denses ont tendance à s'effondrer sous leur propre poids. Mais tant que c'est chaud, la chaleur, l'agitation thermique tend à gonfler le gaz. Et donc, c'est en équilibre. Mais au fur et à mesure que l'univers s'expanse, au bout d'environ 100 à 200 millions d'années, peut-être 300, c'est difficile, il faudra attendre avoir des observations un peu plus précises, il s'est suffisamment refroidi, et à ce moment-là, ces zones un peu plus denses ont commencé à s'effondrer sur elles-mêmes, formant ainsi les premières étoiles. Les premières étoiles étaient très massives. Pourquoi? Parce que l'univers était plus dense que maintenant, il y avait beaucoup de gaz disponible pour former les étoiles, de grosses étoiles, et de plus, sans éléments lourds, comme le carbone, l'oxygène, etc., les réactions thermonucléaires s'allument difficilement, elles ne s'allument pas facilement. Et donc, l'étoile ne s'allume pas très vite. Il faut accumuler du gaz, pour réussir à tout d'un coup avoir une pression suffisante au centre, la température augmente énormément avec la pression, et à ce moment-là, les réactions thermonucléaires s'enclenchent. L'étoile se met à rayonner, et tout son environnement est alors soufflé. Mais l'étoile formée ainsi est énorme. Des centaines de masses solaires. Et donc, elle a une durée, deux choses se produisent. D'abord, comme elle est très grosse, elle est aussi très chaude, très brillante, dans le bleu et l'ultraviolet, et donc elle va réioniser le gaz. Le gaz qui était devenu neutre redevient ionisé. Mais là, il est devenu tellement dilué, là, des centaines de millions d'années se sont passées, et donc il est devenu tellement dilué qu'il reste transparent. Mais c'est ce qu'on appelle l'époque de réionisation. Et
Deuxième chose, comme cette étoile est énorme, elle brûle la chandelle par les deux bouts, elle a une durée de vie très courte. Elle finit en quelques millions d'années en une énorme explosion de supernova, libérant tous les éléments qu'elle a synthétisés. Et ainsi, les éléments lourds ont commencé à s'accumuler. Ces grosses étoiles ont formé aussi un cœur qui s'est effondré, formant un trou noir. Premier trou noir, assez gros, une dizaine de masses solaires sans doute dans ces eaux-là. Et ils ont commencé à servir de graines pour les galaxies. Ils ont formé les fameux quasars. En grossissant, ils ont commencé à tout absorber autour d'eux et ont formé les graines des galaxies. Leur masse étant énorme, surtout après avoir avalé du gaz, ou peut-être en fusionnant avec d'autres trous noirs, leur masse et leur gravité devient énorme, et donc les étoiles qui se forment ont tendance, et le gaz, ont tendance à s'accumuler autour, formant ainsi les premières galaxies. Par après, ces galaxies, qui n'étaient pas très grosses, c'était des petites galaxies, se sont rencontrées et ont commencé à fusionner pour former des galaxies de plus en plus grandes jusqu'aux galaxies que nous connaissons maintenant. C'est ce qu'on appelle le modèle hiérarchique de formation des structures, des grandes structures. Voilà pour le scénario. Dans les grandes lignes, vraiment, j'ai vraiment donné les grandes lignes parce qu'il y a énormément de détails. Il y a les données expérimentales, les données d'observation, il y a les développements théoriques qui font appel à la thermodynamique, la physique nucléaire. Bon, tout ça est très détaillé, très vaste, très précis, et ça forme donc un modèle extrêmement complet et précis, dont je n'ai donné vraiment que le résumé. Mais nous en savons assez, c'était intéressant à exposer, à entendre, et nous en savons largement assez pour un exposé sur la relativité générale, rappelons-le. Donc dans la prochaine vidéo, nous revenons à la relativité générale et nous allons étudier les modèles construits avec le modèle d'univers, construit avec la relativité générale. Et nous allons voir la métrique isotrope. Je vous remercie.